Bien, ben, je crois qu'on Bonsoir. entend. Ouais, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir Laurent. On a été en contact il y a quelque temps. C'était à propos d'un jugement concernant Éric Zemmour d'ailleurs. C'était avant que l'ouvrage, qui n'est pas celui que nous allons présenter ce soir, est paru et paraissait. Donc il y avait un destin. Voilà, je laisse les animateurs de la Cliothèque s'occuper de vous. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Il n'y a pas de problème de son? Aucun problème, tout va très bien. Génial, Impeccable. génial. C'est impeccable. Alors bonsoir à tous. Je vais prendre le relais. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Déborah Caquet, hein, c'est le nom sur la vignette de ma vidéo. Je suis la présidente de l'association. Et si vous êtes ici rassemblés ce soir, c'est parce que depuis déjà quelques mois, notre association a réfléchi à la façon d'animer quand même une vie culturelle entre les collègues dans le contexte. Alors, à l'époque, c'était dans le contexte des confinements, dans le contexte du Covid. Et les conférences virtuelles ont été l'occasion c'était une bonne opportunité de rassembler autant que faire se peut les adhérents et puis plus largement les passionnés d'histoire. Nos conférences virtuelles ont d'abord porté sur des programmes de concours pour les agrégatifs qui étaient les premiers à souffrir de la fermeture des bibliothèques, de l'éloignement. Enfin, bon, vous imaginez les contraintes. Et puis, progressivement, l'idée a fait son chemin qu'on pouvait utiliser la Cliothèque, qui est, comme vous le savez certainement, la, la ressource principale pour qui veut se renseigner sur les éditoriales, hein, les grandes parutions en histoire et en géographie. Sans doute que d'ailleurs, certains d'entre vous, j'en connais, hein, j'en vois par certains noms, vous avez déjà écrit des articles pour la Cliothèque. Et c'est ainsi que est venue cette idée des conférences de la Cliothèque. Alors, j'en profite pour remercier Maude, qui est parmi les assistants ce soir, qui a tout organisé pour cette première conférence, qui a Avec rejoint plaisir. notre comité éditorial, voilà, et qui s'est chargé de faire un programme, d'entrer en contact avec les éditeurs et de planifier des rencontres. Donc, il y a également d'autres conférences qui vont venir, hein. La prochaine, ce sera sur Danton et Robespierre. On va changer d'époque, de style, mais vous êtes bien entendu déjà tous invités. Voilà. Ce sera le Et 16 juin. parfait, parfait. On le redira éventuellement, peut-être même l'écrire carrément dans le fil de discussion. Et par ailleurs, alors cette conférence autour de Laurent Joly et de son dernier ouvrage va être animée par Armand Brutio, qui est membre de l'association, qui a rédigé un compte-rendu déjà publié sur le livre, hein, qui est en ligne sur notre site internet et qui aura un regard, le regard du lecteur, et puis le regard aussi bien du collègue, du professeur en activité. Et je n'en dis pas plus, je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse présenter Laurent Joly, l'ouvrage, et puis animer cette rencontre. Voilà, merci à tous, et puis bonne conférence. Merci Déborah, bonjour Laurent Joly, bonjour à toutes et tous. Et donc oui, c'est moi qui ai eu l'immense plaisir de recevoir en avant-première l'ouvrage qui sort demain, si je ne me trompe pas, en librairie. Et j'ai aussi l'immense plaisir de rencontrer Laurent Joly il y a quelques jours à Nancy. Il était venu animer une journée de formation justement pour les collègues. Laurent Joly, recherche au CNRS. Vos thèmes de recherche sont l'antisémitisme, l'extrême droite française, de l'affaire Dreyfus jusqu'au régime de Vichy, et puis plus particulièrement les pratiques administratives, la traque et la dénonciation contre les Juifs. Vos publications sont déjà nombreuses, notamment plusieurs ouvrages consacrés au commissariat général aux questions juives, et des personnages comme Valade, Darquier de Pellepoix, et puis plus récemment l'État contre les Juifs en 2018, si je ne me trompe pas, et puis très récemment, Bruno en parlait tout à l'heure, la falsification de l'histoire, je crois en janvier 2022.
Pour en venir à l'ouvrage qui sort donc demain, La rafle du Veldiv, votre ouvrage s'inscrit dans une continuité historiographique. Hein, vous revenez dessus dans votre introduction, hein, vous revenez jusqu'aux articles de 1949, et puis plus récemment aux travaux de Klarsfeld, ou à votre propre livre de 2018. Mais s'il s'inscrit dans une continuité historiographique, il renouvelle aussi les connaissances et la compréhension de cette rafle du 16-17 juillet 1942 grâce à une utilisation de sources variées, diverses et impressionnantes. Et je pense qu'on reviendra dans les questions justement sur les sources utilisées pour cet ouvrage. Vous nous livrez une histoire à hauteur d'hommes, de femmes, d'enfants, je dirais aussi, hein, une histoire incarnée, comme vous l'appelez, grâce justement à des extraits de journaux, de lettres assez poignants, notamment d'Hélène Baird, par exemple, et puis des destins de personnages aussi plus, alors pas anonymes, mais confidentiels peut-être, comme j'ai encore en tête Anna Traube, je crois, qui réussit à s'enfuir du Veldiv et qu'on retrouve plus tard dans votre ouvrage, les enfants de la famille Zik, etc. Alors, on va peut-être en venir assez rapidement aux questions, justement, c'est ce qui intéresse les collègues, afin de mieux comprendre ce qui s'est passé ces 16-17 juillet 42, c'est irréparable. Hein. Et juste, je voulais terminer cette introduction en reprenant un extrait justement d'Hélène Baird que vous citez dans votre livre. Hélène Baird écrit dans son journal le 15 juillet, donc la veille de la rafle, à 23h, et Hélène Baird parle, j'ouvre les guillemets, de quelque chose qui sera une tragédie, la tragédie peut-être. Et bien, la force de votre ouvrage, Laurent Joly, je crois justement, c'est de mettre des mots, du sens sur cette tragédie qu'aujourd'hui l'on peut nommer la rafle du Veldiv. Hein, et cet ouvrage nous permet véritablement de comprendre, de mieux saisir en tout cas les acteurs, les logiques, les lieux aussi, hein, et toute cette logistique et les conséquences aussi que vous n'oubliez pas, hein, dans votre ouvrage justement de ces actes irréparables. Avant peut-être de passer aux questions, Laurent Joly, je ne sais pas si vous voulez déjà intervenir ou je pose une première question. Non, allez-y, je suis impatient de vous entendre. D'accord. Et de vous lire aussi, parce que j'apprends que vous avez fait un texte, donc je serais heureux de le lire. Très bien. Alors, après un livre plus politique, hein, la falsification de l'histoire, on en parlait, Laurent Joly, pourquoi ce livre sur la rafle du Veldiv? Est-ce que vous estimez finalement que l'on puisse parler d'une histoire méconnue ou trop méconnue? Alors, je vous remercie de votre présentation, mais aussi de faire le lien avec la falsification de l'histoire, parce qu'il y a un lien, bien évidemment. En vérité, vous l'aurez compris, quand j'ai fait la falsification de l'histoire, ce livre sur la rafle du Veldiv était pratiquement terminé. Et je crois que quand on lit ce livre sur la rafle du Veldiv, on comprend pourquoi j'ai pris position contre Zemmour. Je pense que c'est assez frappant parce que ce livre sur la rafle du Veldiv, il essaye en tout cas d'aller au plus près de vraiment comment ça s'est passé concrètement. Et quand on va au plus près de comment ça s'est passé concrètement, on est juste ahuri de ce qu'un Zemmour peut raconter sur ce sujet-là. Ça paraît tellement hors sol, tellement décalé par rapport à la réalité historique que je trouvais ça absolument insupportable. Et voilà, donc c'est aussi ça qui a fait que quand mon éditeur, à l'été 2021, alors que voilà, ça faisait 2 ans que j'étais sur la rafle du Veldiv, c'était un livre que je devais rendre à la fin de l'année, voilà, et donc j'étais en train voilà, dans l'écriture de ce livre, il me dit écoute, quand même, ce serait bien si tu t'interrompais, que tu faisais un livre sur Zemmour. J'ai vraiment accepté parce que voilà, il y a une forme de colère et d'inquiétude parce que dans Destin français en 2018, ce qui m'avait le plus choqué dans ce que Zemmour pouvait écrire sur Pétain, De Gaulle et compagnie, c'était précisément ce qu'il écrivait sur la rafle du Veldiv. Et là, je me disais, quand je l'ai lu, je ne sais pas si vous avez lu les uns et les autres ce qu'il écrit, on est dans le zémourisme et dans le brouillage permanent et systématique en disant qu'en fait, la République elle-même a fait une rafle contre les juives allemandes qu'on a mis au Veldiv, que voilà,
qu'on n'en parle jamais, moi, j'ai découvert, enfin voilà, le Zemmour pur sucre, qui prétend donner la leçon aux historiens et qui nous banalise complètement ce qu'a été la rafle du Veldiv, parce que si la rafle du Veldiv de juillet 42, c'est la même chose que ce que la République a fait en mai 1940 en internant des ressortissants étrangers, en mettant les femmes au Veldiv, donc il y a ce lien, et donc du coup, Zemmour joue du parallèle émotionnel qu'on va forcément faire avec 1940, le Veldiv, etc. Et il parle d'une première rafle du Veldiv. Donc je me suis dit, mais c'est terrible d'embrouiller les gens comme ça et de banaliser ce que ça a été la réalité. Donc ça avait vraiment été l'une des raisons qui avait fait que je m'étais lancé dans ce bouquin sur Zemmour, au-delà du fait que ça faisait pas mal d'années que je voyais le danger politique du personnage. Voilà, donc je reviens à ce livre, je le finis dans les temps. Grasset me laisse 2 mois de rab. Voilà, normalement, dans une grande maison d'édition comme ça, il faut 6 mois entre le moment où on rend un manuscrit et le moment où il sort. Là, on a tenu en 2 mois, et il y a clairement eu voilà, la volonté de raconter cette histoire, à la fois que ce soit vraiment fondé d'un point de vue scientifique, voilà, mais que ce soit aussi pour le grand public. Voilà, donc j'essaye de tenir les deux objectifs, et parce que il y a 2 raisons. Je veux dire, il y a d'une part que, effectivement, de manière très étonnante, il y a pas, en fait, il n'y a jamais eu de recherche scientifique globale sur la rafle du Veldiv. Ça paraît tout à fait étonnant. Il y a un livre qui est sorti en 1967 que vous voyez là, si vous me voyez à l'écran. Je ne sais pas si d'ailleurs vous me voyez à l'écran. Il n'y a pas de problème, attendez. Ouais. Ah voilà, donc je vois que vous me voyez. Et donc ça, c'est un beau livre qui est sorti en 1967, qui était vraiment un livre coup de poing, quoi, qui se voulait lui aussi destiné au grand public. Et vous voyez, dans une collection qui était à l'époque très très connue, ce jour-là, qui était une collection qui avait été lancée quelques années avant et qui faisait que des best-sellers, quoi, dont l'objectif était de faire des best-sellers. Et Claude Lévy, qui était un médecin, qui était un militant, ce qu'on appelle un militant de la mémoire, quoi, vraiment quelqu'un qui voulait que ce drame qu'avaient vécu les Juifs pendant la guerre soit connu du grand public. Et il écrivait dans la préface de son livre qu'il considérait qu'il y avait sur ce sujet une irritante falsification de l'histoire. Et c'est vrai qu'on ne savait pas, on ne disait pas que c'était des policiers français qui avaient arrêté des Juifs. Tout ça a été complètement gommé de la mémoire nationale et du récit qu'on offrait aux gens sur ce drame-là. Il travaille avec Paul Quillard, qui est un ancien militant communiste. Ils ont tous les deux été militants au Parti communiste. Ce sont 2 anciens militants communistes, résistants communistes. Donc, il y a Paul Quillard, c'est un romancier. Donc voilà, ils font un livre qui se lit très agréablement, qui compense parfois le manque de documents et d'informations par une imagination romanesque. C'est un livre qui a généré un certain nombre de mythes aussi, d'erreurs, les opérations vent printanier, oui, ce genre de trucs. C'est des mythes comme ça que ce livre a installé. Donc c'est à la fois un livre qui est important pour notre mémoire nationale, parce que ça a été un best-seller à l'époque. C'est la première fois que la grande presse a dit, ben voilà. Donc c'est vraiment un livre qui annonce Paxton. C'est vraiment un livre qui est très important d'un point de vue mémoriel historiographique, mais ce n'est pas un livre de recherche scientifique. Et vous n'avez rien depuis 55 ans. Il y a quand même des choses. Hein. Il y a, Maurice Rachus a fait un Que sais-je en 2002. Mais bon, vous connaissez Maurice Rachus sans doute. C'est lui aussi un militant de la mémoire et qui, voilà, le problème de Maurice Rachus, c'est qu'il déteste les flics. Il ne s'en est jamais caché, il n'aime pas les flics, et c'est un rescapé de la rafle du Veldiv. Il déteste aussi les concierges. Bon, donc, le problème, c'est que la rafle du Veldiv, c'est une opération de police. Donc, si vous gommez toute la partie policière, bon, c'est quand même embêtant. Donc, voilà un vide historiographique réel et aussi combiné à cette nécessité que j'ai ressentie après avoir vu ces passages en Zemmour. Voilà, maintenant, il faut faire un livre là-dessus. C'est difficile à faire. Ça faisait un moment que je me disais, voilà, c'est étonnant qu'il n'y ait rien. Alors, j'avais fait un chapitre dans l'État contre les Juifs, déjà sur la rafle du Veldiv. Et à l'époque, je me disais, bon, j'ai travaillé 1 an pour faire ce chapitre. Bon, ben voilà, ça suffit. Voilà, je n'ai pas besoin de faire un livre sur le sujet. D'ailleurs, je théorisais même. Je dis, mais il n'y a pas besoin de faire un livre là-dessus. Et ben si, je pense qu'il y avait vraiment besoin de faire un livre là-dessus, parce qu'un événement comme ça, qui reste connu du grand public, hein, bon, même si maintenant, vous avez beaucoup de jeunes qui ne savent pas ce que c'est, la rafle du Veldiv.
Bon, ça reste quand même sans doute l'un des 2 ou 3 marqueurs les plus importants de la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Quand on interroge les gens, la France, Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment la rafle du Veldiv. Et donc, à travers un événement comme celui-ci, qui est en plus un événement unique, où il s'est passé des drames uniques, la séparation entre les parents de leurs enfants, ça n'a eu lieu qu'une seule fois, en fait, en Europe de l'Ouest. C'est un moment. Donc, la singularité, le côté dramatique, l'épaisseur humaine historique peut permettre de redéployer, en fait, toutes les grandes questions qu'on se pose sur Vichy. Et c'est vraiment ça l'idée que, une fois que les gens ont lu ce livre, toutes les questions, ces faux débats que Zemmour essaye de susciter sur le moindre mal, tout ça, les gens se disent ça n'a même pas lieu d'être. Voilà. Donc, c'est ça l'objectif que j'ai eu. Mais alors, la crainte que j'ai en vous écoutant, c'est que des gens puissent penser, et il va y en avoir, hein, que bah, tiens, il nous a fait un livre sur Zemmour, puis après, dans la foulée, il nous a fait un livre sur la rafle du Veldiv en 4 mois. Donc voilà, c'est pas du tout ça. Je pense qu'on n'a pas du tout ça quand on le lit, hein, évidemment. Mais vous voyez, hier soir, j'étais sur France 5 et vous aviez dans la famille de ma belle-mère, vous voyez, des gens toujours un peu. Ah tiens, alors il était en janvier, puis maintenant, il sort encore un nouveau livre. Voilà, quoi. Donc, c'est un peu Mais bon, voilà, je pense qu'il faut aller à la source, lire le livre, et on verra que ce n'est pas un livre qui a été fait à la sauvette. Très bien. Merci, Laurent Joly. Juste, vous venez de le dire, en effet, vous aviez déjà consacré un chapitre à cette rafle du Veldiv dans votre ouvrage précédent sur l'État français, l'État contre les Juifs, où vous aviez déjà donc utilisé des sources nombreuses, où vous aviez déjà montré notamment l'implication des commissaires, des policiers dans cette opération. Si on revient aux sources, Laurent Joly, alors quelles sont les sources peut-être nouvelles que vous avez utilisées, et je crois qu'elles sont nombreuses, que ce soit des sources peut-être administratives, policières, judiciaires, si on revient à cette question des sources. Alors, par rapport à l'État contre les Juifs, alors l'État contre les Juifs, je rappelle, c'est à la fois une synthèse sur la politique antisémite de Vichy. Il n'y avait pas de petit livre sur le sujet. Pas de petit livre, il n'est pas si petit que ça finalement le mien, mais voilà, par rapport à Marius Paxton, où c'est un livre plus modeste en taille et qui se voulait posant des questions. Voilà. Et c'est vrai que j'avais identifié la rafle du Veldiv comme un élément. Oui, il y avait les origines du statut des Juifs, il y avait l'épuration aussi, il n'y avait pas de travaux. Donc je m'étais dit, il faut aller faire de la synthèse et puis creuser un certain nombre de thèmes. Et la rafle du Veldiv, c'était vraiment le cœur. Alors, pour faire ce chapitre et pour travailler sur la dimension policière, je m'étais appuyé sur le mémorial de Serge Klarsfeld, j'avais le fichier Excel, et donc j'avais pu travailler, faire une base de données qui m'avait permis de mesurer de manière déjà précise les résultats, arrondissement par arrondissement. J'avais vu des variations et j'avais relié ces variations, on va dire, pour faire simple, aux ordres qu'avaient donnés les commissaires. Donc j'avais réussi à identifier les commissaires d'arrondissement. Les commissaires d'arrondissement, c'était vraiment les pivots de la rafle du Veldiv, et en banlieue, les commissaires de circonscription. Et donc, comme j'avais leur nom, j'avais réussi à trouver leur nom, j'avais pu voir des dossiers d'épuration administrative, des dossiers d'épuration judiciaire, des dossiers de carrière. Donc voilà, j'avais comme ça réussi à profiler un petit peu ces commissaires en fonction de ces dossiers, avec parfois des dossiers qui indiquaient des témoignages, certains ayant été très aidés pendant la rafle du Veldiv, d'autres, je voyais, enfin d'autres, en fait, qu'un seul, où j'ai vraiment, le commissaire du 2e arrondissement, j'avais vraiment la preuve qu'il était intervenu, qu'il avait prévenu des Juifs qu'il connaissait, etc., etc. Donc voilà, ça c'était l'information de base que j'avais. Alors, pour ce livre, j'ai repris tout à zéro. C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai reconsidéré mon fichier, le fichier Excel que j'avais fait à partir de Klarsfeld, du mémorial de la déportation. J'ai rajouté un convoi, pour faire simple, j'ai nettoyé, enfin voilà, pour avoir un échantillon qui soit encore plus important. Là, j'ai 7800 des quelques 8800 personnes arrêtées, je les ai. Donc là, ça permet vraiment là d'avoir des résultats statistiques qui sont encore plus fiables que ce que j'avais pour l'État contre les Juifs. J'ai surtout, par rapport à ça, j'ai confronté cette base de données à un fichier que j'ai fait
à partir du fichier de contrôle. J'ai beaucoup utilisé l'un des fichiers de recensement qui reste à Paris, une partie du fichier du recensement de 1941. Il y avait eu un deuxième recensement des Juifs, il y en avait eu un en octobre 40, il y en a eu un an plus tard. Et ce fichier, il est fascinant parce que c'est vraiment le fichier qui a servi non seulement à organiser la rafle du Veldiv, mais qui a aussi servi, c'est pour ça qu'on l'appelait d'ailleurs fichier de contrôle, qui a servi qui a été utilisé après pour mettre à jour les fiches des gens qu'on avait retrouvés. On mettait la date, 16 juillet 42, et ceux qu'on n'avait pas retrouvés, on mettait des indications. Revient à son domicile, est parti en province, n'a pas ouvert la porte. Des éléments qui, en fait, provenaient des enquêtes qu'avaient menées les policiers le jour de la rafle. Donc ça, c'est vraiment ce fichier que j'ai utilisé. Alors, j'ai pris un échantillon de 2000 fiches, mais de manière qualitative. Enfin, là, je me suis promené, j'ai l'ensemble du fichier tel qu'il reste, c'est-à-dire 31 000 fiches. Donc, j'ai pu comme ça vraiment avoir énormément d'informations comme ça sur l'organisation matérielle de la rafle et la manière dont on a tenu à jour ce qui s'est passé. Donc ça a vraiment été un élément important. Mais la recherche la plus importante que j'ai faite, ça a été celle que j'avais déjà faite pour les commissaires. Donc je savais que ces dossiers d'épuration administrative, ces dossiers d'épuration judiciaire pouvaient être riches. Le problème, c'est que pour les policiers ordinaires, je n'ai pas les noms. Donc en fait, j'avais commencé quand j'avais fait l'état contre les juifs, de temps en temps, j'avais un nom. Donc j'avais déjà identifié quelques brigadiers, j'avais identifié quelques gardiens de la paix déjà, mais c'était assez frustrant en fait. Et donc, en fait, la seule manière de faire, ça a été très laborieux, ça a été de me dire, il faut prendre tous les dossiers. Voilà, il y en a 4000 et j'ai vu les 4000 dossiers. Voilà, donc ça a été des mois de recherche dans les archives. Et c'était un peu plaisant parce que depuis ma thèse, je n'avais pas fait ça, me remettre comme ça, à voir aussi, de manière aussi systématique des archives et partir tôt le matin. Enfin, voilà, c'est des choses, passer des journées aux archives. J'ai pu faire ça pendant le deuxième confinement, assez étonnamment, parce que je ne sais pas si pour ceux qui sont allés en archive à ce moment-là, il fallait s'inscrire, c'est toujours très compliqué. Mais la vie était un peu au ralenti, donc j'ai comme ça pu me faire ce que je ne peux pas faire en temps ordinaire parce qu'on est toujours débordé de travail, de relecture, de choses comme ça. J'ai pu aller 3-4 jours par semaine aux archives. C'était pendant plusieurs mois, début 2021. Voilà, donc j'ai pu, et au bout du compte, la moisson, elle n'est pas extraordinaire, mais j'ai quand même 30 dossiers. Voilà, 30 dossiers, et c'est plus une centaine qui concernent les arrestations complémentaires. Parce que la rafle, elle ne s'est pas terminée le 17 juillet à 13h. Elle a continué. On a gardé les fiches dans les arrondissements. On a créé des équipes spéciales. Ces équipes spéciales, elles étaient composées de gardiens en civil. Et les gardiens en civil, eux, ils ont été des cibles de l'épuration. Donc là, j'ai eu une surreprésentation de ces gardiens en civil et donc une surreprésentation de ces affaires d'arrestation, ce que j'appelle la rafle après la rafle. Là, j'ai une centaine de dossiers. Donc, en plus, dans ces documents, dans ces dossiers, vous avez des interrogatoires, vous avez des dépositions, mais vous avez parfois des documents à charge, des rapports, et ça a vraiment été, c'est vraiment la matière la plus inédite que j'ai pu manipuler. Il y a une dernière catégorie de sources que j'ai utilisées, c'est ce que j'appelle les archives ordinaires. Les archives ordinaires, c'est quoi? Vous savez, en France, il y a une administration. Dès que vous avez un incident dans la rue, vous avez un dossier, vous avez un rapport. Voilà, donc des incidents dans la rue, il y a des archives de police. Un mort sur la voie publique, c'est un registre de la morgue, c'est une enquête judiciaire. Tout ça, c'est des archives ordinaires qui se trouvent aux archives de Paris, qui se trouvent aux archives de la préfecture de police de Paris. Vous avez aussi des mains courantes de commissariat, des incidents qu'on puisse produire. Vous avez des registres d'admission dans les hôpitaux. Je me suis rendu compte que 16 juillet 1942, vous aviez comme ça plein de gens qui ont des noms, des patronymes juifs polonais, qui vont être admis, des dizaines de cas pour crise nerveuse, pour crise de folie. Voilà, donc tout ça a permis de documenter ces incidents qui n'avaient jamais été précisément été documentés. Voilà, donc c'est tout ça qui m'a permis de nourrir, au-delà on va dire, du matériel classique qu'avaient déjà utilisé plein d'autres gens, qui sont les témoignages des victimes. Les victimes, voilà, on a plein de témoignages. Là, déjà, je n'avais que l'embarras du choix. Mais ce qui relevait de l'administration, de la police, là, c'était presque un travail d'archéologue pour trouver les cas de suicide, documenter les cas de suicide, ça n'avait jamais été fait. Bon, au bout du compte, j'ai trouvé un seul cas de suicide et il n'y en a eu qu'un, en fait. Une seule personne qui est morte
il y a eu plusieurs tentatives de suicide. Il y a eu des suicides pendant la rafle après la rafle. Là, on voit que là, les gens sont plus désespérés parce qu'ils savent ce qui se passe. Sur le moment, il y a l'effet de surprise. Voilà, c'est tout ça qui a permis de donner chair à ce livre, en n'oubliant jamais le contexte général. Ce que je voulais aussi, c'était bien comprendre la singularité de cet événement dans l'Europe nazie, voir que vraiment ce qui se passe à Paris, ça ne se passe pas ailleurs. Quand on voit par exemple ce qui se passe à Bruxelles, où finalement Bruxelles, Anvers et Paris, c'est les seuls cas où on a demandé à la police ordinaire d'aller arrêter des Juifs. Et on voit qu'à Bruxelles, le maire de Bruxelles a refusé. Voilà, et là, on voit autrement Vichy. On se dit, tiens, le maire de Bruxelles, alors qu'il n'y a pas la convention d'armistice, qu'il n'y a pas de gouvernement tampon, lui, il peut dire non aux Allemands, et Bousquet, lui, il ne peut pas dire non aux Allemands. Donc voilà, donc ça permet aussi à chaque fois mais ça, c'est l'approche micro historique, c'est que ce n'est pas juste qu'on va trouver des détails riches et incarnés, c'est que ça nous permet aussi de revoir autrement la politique globale de la collaboration d'État. Merci. La rafle du Veldiv n'est pas la première rafle parisienne. Vous parliez tout à l'heure de 41, par exemple. Si on revient sur la genèse de la rafle du Veldiv, quand la décision a-t-elle été prise et qui sont finalement les donneurs d'ordre? Parce qu'après, on parlera peut-être des exécutants, des policiers, etc. Mais si on revient sur véritablement le quand et qui sont les donneurs d'ordre de cette rafle du Veldiv? Alors, très bonne question, parce qu'effectivement, 42 n'est pas 41. C'est une porte ouverte, mais cette porte ouverte, elle est pas assez enfoncée. C'est-à-dire qu'en 41, les premières rafles, il y a eu 3 rafles à Paris, ce qu'on observe, c'est que Vichy est certes pas complètement, on va dire, innocent, parce que la première rafle, par exemple, en mai 1941, les Allemands vont astucieusement, parce qu'on oublie toujours que l'occupant ne fait pas ce qu'il veut, il regarde aussi ce qu'ils peuvent faire, le droit, l'opinion publique. Paris n'est pas Varsovie. Enfin, voilà, faut rappeler ce genre de banalité quand vous avez un Zemmour qui vous parle de polonisation. Bon, voilà, l'occupant ne fait pas ce qu'il fait à Paris, il ne fait pas la même chose à l'est, à l'ouest. Voilà, il y a des différences. Donc, ils font attention. Et donc, ils vont utiliser une loi de Vichy en mai 41, une loi du 4 octobre 40 qui permet d'interner les Juifs étrangers. Et puis en plus, pour faire croire que c'est Vichy, en fait, non, c'est les Allemands vont utiliser une loi de Vichy, ce sont eux qui donnent l'ordre, ce sont eux qui désignent les victimes. Et donc là, même s'il y a cette loi française qui est utilisée, en 41, en mai 41, la préfecture de police de Paris n'est qu'un simple exécutant. Août 41 aussi, et décembre 41, c'est pire encore, puisque c'est une rafle allemande. Voilà, donc si on en était resté là, bon, on dirait Vichy, ça n'a pas été très glorieux, ils n'ont pas vraiment protesté. Mais la singularité de 42, c'est que c'est une négociation. Les Allemands exigent soudainement, en juin 42, la livraison de 40 000 Juifs et Juifs en âge de travailler. Évidemment, il y a une pression qui est terrible. Le général Auberg, qui est le chef des Allemands en zone occupée, qui est le représentant d'Himmler, qui est à Laval, le chef du gouvernement de Vichy. Bon, les trains sont prêts, on veut vraiment les remplir. Donc, il y a une pression très forte, évidemment, qui s'exerce. Mais ils demandent, parce qu'ils savent très bien que c'est plus comme en 41, arrêter des hommes, les interner. Là, il s'agit d'arrêter des femmes, des enfants aussi, qu'on ne prévoit pas de déporter tout de suite, mais qu'on prévoit de déporter plus tard. Bref, de déporter des gens. Ce n'est pas la même chose. Donc, ils sont obligés de négocier. Ils se disent, et là, Vichy avait des outils considérables qui lui permettaient de s'opposer aux Allemands. Et d'ailleurs, Vichy parviendra à s'opposer aux Allemands un an plus tard, en 1943. Vichy saura dire non. Et Vichy, d'ailleurs, saura aussi s'opposer à un certain nombre de mesures terribles qui vont être prises au moment de la rafle du Veldiv et qui ne pourront pas être répercutées ni en province, ni en zone nord, ni en zone libre. Mais Vichy, excusez-moi de rappeler cette évidence, Vichy, début juillet 42, Vichy est dans une logique de collaboration, de victoire prochaine de l'Allemagne. On pense que l'Allemagne va bientôt gagner la guerre. Ils ont eu des succès militaires récents en Afrique et en Russie. Donc, Vichy ne fait pas du droit, Vichy fait de la politique. Donc, les Allemands veulent 40 000 Juifs, il faut leur donner 40 000 Juifs, c'est comme ça. Donc, vous voyez, c'est ça la singularité de
l'été 42, c'est une négociation. Et cette négociation, où Bousquet dit, d'accord, on va vous donner le nombre de juifs étrangers que vous voulez, on va vous donner le nombre de juifs que vous voulez, à condition qu'ils soient étrangers, vous nous laissez faire. 41, c'est un peu humiliant, vous interveniez directement, vous donniez des ordres à la préfecture de police de Paris, il y avait même des opérations mixtes, tout ça on n'en veut plus, vous nous laissez faire et on le fera bien. Voilà, c'est ça le deal de l'été 42. Et ça, du coup, vous voyez, par rapport à la question que vous me posiez sur l'implication des exécutants, mais du coup, les exécutants vont devenir des complices et plus simplement des exécutants. Parce qu'une fois que l'ordre, le donneur d'ordre, c'est Bousquet, voilà, Bousquet écrit une lettre au préfet de police, 15 juillet 42, les Allemands ont décidé de concentrer des Juifs. D'ailleurs, Bousquet, dans cette lettre, il se met bien en retrait en disant c'est pas moi, c'est Darquet de Pellepoix, le commissaire général aux questions juives, qui a donné son accord. Voilà, donc vous voyez déjà qu'il prépare pour la postérité d'éventuelles défenses. Il s'abrite derrière Darquet de Pellepoix de manière complètement hypocrite. Et du coup, c'est à la préfecture de police de Paris de négocier avec les Allemands les catégories d'arrestation. Vous voyez, ce n'est pas comme en 1941 où les catégories d'arrestation elles étaient définies par les Allemands. Là, il va y avoir des réunions préparatoires. Alors évidemment, le directeur de la police municipale, le directeur de la police générale, Jean-François, le chef du fichier juif, André Tullard, bon, c'est pas de gaieté de cœur qu'ils font ça. Donc, ils vont essayer d'obtenir des exemptions pour les femmes avec des enfants de moins de 2 ans, les épouses de prisonniers de guerre, des petits trucs. Ça, c'est la stratégie allemande. On leur donne des petits trucs pour avoir le gros. Donc, ils obtiennent ces petits trucs. Mais en obtenant ces petits trucs, ils deviennent codécisionnaires. Ce sont eux qui ont défini avec les Allemands les catégories de gens arrêtés. Donc, vous voyez comment on implique ces agents ordinaires de l'État. Voilà. Et après, jusqu'au niveau des commissaires d'arrondissement, qui eux-mêmes prennent des initiatives à partir des circulaires qui vont être faits. Et ça, c'est ce que j'explique dans mon livre, certains vont donner certains ordres, défoncer des portes, etc. D'autres non. Donc, vous voyez, tout le monde est un petit peu, du coup, responsable, avec des marges de manœuvre, avec des possibilités de choisir. Voilà, c'est vraiment ça la singularité de la rafle du VLD, parce qu'après, évidemment, les Allemands, de manière très perverse, ils verront le résultat, qui sera mitigé. Les 2 tiers des gens lui ont échappé. C'est l'une des révélations de ma recherche. On pensait que c'était la moitié, mais en fait, c'est les 2 tiers des gens qui ont échappé. Donc, les Allemands, à partir de là, diront écoutez, il faut rectifier le tir, là. Vous n'avez pas été assez efficace. Donc, ils couperont. Il n'y aura plus d'exemption après, ou quasiment plus, ou sauf quand ça intéresse les Allemands, des ouvriers qui travaillent pour des usines. Voilà. Mais vous voyez comment ça a été une sorte de piège terrible qui s'est refermé sur l'administration française, qui s'est du coup retrouvée complice de ce crime allemand. Très bien. La rafle débute le 16 au matin, à 4 heures, je crois. Dans votre chapitre, vous séparez ces 2 journées du 16 et du 17. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur ces 2 journées? Est-ce qu'on peut parler d'une rafle du Veldiv, ou est-ce que finalement ces 2 journées sont bien distinctes dans les manières peut-être de procéder, ou peut-être en termes d'acteurs ou de logique? Alors, c'est une question très importante que vous posez parce que, en fait, je ne réponds pas à toutes les questions, hélas, dans ce livre. Il y a des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas, par exemple, et la conclusion que je donne, et qui est probablement la réalité, c'est que ça a dépendu des commissaires d'arrondissement. Vous avez une opération qui est censée se dérouler pendant 1 jour et demi, voilà, avec un nombre de fiches, 27 400, qui sont distribuées à 1600 équipes d'arrestation. Donc, chaque équipe a 17 fiches. Et ça représente à peu près entre 10 et 12 visites domiciliaires. Est-ce que la logistique, ça, ce n'est pas précisé dans la circulaire, consistait à on fait d'abord toutes les visites qu'on peut et après on revient, ou est-ce qu'on se répartit les fiches, on en prend 8 visites domiciliaires le 16 et puis 4 le matin du 17. Je pense que ça a vraiment dépendu des endroits, des instructions qui ont été données par les commissaires et les brigadiers, parce qu'il y a vraiment des gens chez qui on ne s'est pas présenté le 16. Voilà, et qui disent non, le 16, on est resté, on voyait qu'on arrêtait des voisins, on n'est pas venu chez nous, et le lendemain, on est venu. Donc, c'est bien la preuve que les équipes n'avaient pas fait toute leur... Alors, est-ce qu'elles n'ont pas fait
leurs opérations parce que c'était compliqué. Et c'est vrai que ça a été un drame. Hein. Ils ne s'attendaient pas du tout à toutes ces complications, des gens qui pleurent, des drames humains. Donc parfois, ça dure 4 heures, on va chez les gens. Donc, on voit que d'une équipe à l'autre, vous aviez des équipes qui disaient, bon ben, on revient. Voilà, donc comme ça, on fait toutes nos visites, on dit aux gens qu'on revienne, mais ça, c'est risqué parce que quand vous dites ça, les gens peuvent partir. Alors, certains policiers, d'ailleurs, l'ont fait sciemment. Ça permettait de se couvrir, de dire, moi, j'avais 12 visites à faire. Donc, vous voyez, on est là face à un… Mais ce que je pense quand même, malgré tout, c'est que pour l'essentiel, l'idée, je pense, était de faire le maximum le 16 juillet et de faire des compléments l'après-midi du 16 et la matinée du 17. Voilà, c'est parce qu'on voit que quand même on trouve quand même beaucoup de gens. Avant 10 heures du matin, on a arrêté la moitié des gens qu'on finira par arrêter. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a eu une logique assez intensive dans les premières heures, voilà, entre 4 heures du matin et 9 heures du matin. Et qu'après, il y a cette logique qui avait été prévue de, bon, on va retourner aux adresses, on va essayer de repérer les adresses de l'endroit où les gens travaillent. Voilà, et puis on va retourner le soir. Non, je vous dis une bêtise, on ne retourne pas le soir, ça c'est ce qu'on va faire après, c'est ce qu'on fera après la rafle. Et voilà, donc c'est vrai qu'à la fin de la première journée, la journée du 16, c'est vraiment la journée, elle a une unicité, il fallait la traiter en tant que telle parce que à la fin de la journée, on a arrêté 11 363 personnes. Donc vous voyez que le lendemain, on n'en trouve que 1000. Donc et le lendemain, c'est beaucoup plus lent, il n'y a pas ce côté dramatique terrible avec qu'il y a le 16 juillet. C'est vraiment, comme l'a appelé Maurice Strauss, le jeudi noir. Et le lendemain, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai séparé ce chapitre, c'est que c'est pour moi une autre logique, je l'ai qualifié la déroute, parce que c'est une déroute pour la police. C'est-à-dire que là, ils se rendent compte que là, les gens ne sont plus chez eux. Le 17 juillet et en début d'après-midi, les responsables de la préfecture de Paris, ils doivent aller rendre des comptes aux responsables de la Gestapo, avenue Foch. Donc, ils ont des chiffres qui ne sont pas brillants. Et c'est là que la décision criminelle est prise. C'est que, normalement, les enfants devaient être remis à l'assistance publique. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs en province. En province, il y a des arrestations qui sont faites le même jour, enfin autour du 15 juillet. Mais bon, c'est très peu de gens qui sont visés. C'est 1000 personnes au total qui vont être arrêtées en province, à Nancy, à Bordeaux, à Dijon, à Angoulême, à Rennes. Vous voyez, il y a comme ça plein de micro-opérations. Donc c'est assez facile de dire, bon, les enfants, on va les placer là, on va les mettre à la synagogue, on va les mettre à la voisine, la tante, etc. À Paris, ils ont 4000 enfants et ils savent que ces enfants doivent être séparés de leurs parents pour être remis à l'assistance publique. Mais ils voient bien que les gens sont choqués, sont sous le choc de ce qui vient de se passer. Donc, ça ne peut pas bien se passer, ces séparations. Sur le moment, les gens ne se disent pas que le pire les attend. Le réflexe normal, humain, c'est de rester avec sa famille. Donc, si en plus, dans le Veldiv, tel que le Veldiv, ça se passe, c'est-à-dire qu'on n'a rien prévu pour accueillir les gens, c'est l'enfer. Si en plus, le lendemain ou le surlendemain, on s'était mis à dire aux gens, on va vous séparer. Alors, bon, il y a certaines mères qui avaient compris qu'il fallait que les enfants partent. Hein. Mais bon, voilà, ce n'est pas forcément le cas. Mais surtout dans les centres de rassemblement au début, jamais ça aurait été possible. Et en plus, ils ont ces chiffres qui ne sont pas bons. Donc, ils prennent cette décision criminelle, sachant parfaitement que les enfants, de toute façon, seront séparés de leurs parents. Ça, ils le savent. Tout le monde le sait. Les Allemands, ils ont été très clairs. Les enfants, ils partiront dans plusieurs semaines, pas tout de suite. Donc, de toute façon, il y aura des convois d'adultes et il y aura des convois d'enfants. Voilà. Ça, c'est où des convois d'enfants mélangés avec des adultes. Donc, ils le savent. Donc, ce n'est pas pour des raisons humaines, ne pas séparer. Donc, mais ils ont d'une part voulu gonfler les chiffres et de l'autre, lâchement, se défausser sur les autorités du Loiret pour dire ce problème de la séparation, ça se passera là-bas. Donc, ils ont condamné les enfants. Parce que si on les avait remis comme c'était prévu à l'assistance publique ou à l'UGIF dans des maisons d'enfants, bien évidemment que les chances de survie, d'ailleurs, les enfants qui ont été placés en province, ils ont davantage survécu, même si en octobre, on a essayé de les prendre pour les déporter parce que les Allemands voulaient les déporter, ils ont évidemment en proportion davantage survécu que des malheureux qui ont été comme ça pris dans la nasse du Veldiv.
Voilà, c'est un désastre sur toute la ligne, c'est une politique absolument indéfendable et qui était évitable en plus, parce que une fois qu'on a commencé à déporter les parents des camps du Loiret, on s'est rendu compte que, et d'ailleurs les autorités du Loiret ont été très gênées parce qu'ils se retrouvent avec ces 4000 enfants et ils se rendent compte que les 3 quarts d'entre eux sont français. Donc normalement, les Français, ils n'étaient pas arrêtables pour la rafle du Veldiv. Donc ces enfants devraient pouvoir sortir. Et d'ailleurs, c'est à la conclusion à laquelle ils arrivent. Mais encore une fois, l'engrenage criminel, l'énormité, qu'est-ce qu'on va faire de ces milliers d'enfants? C'est compliqué. L'incurie administrative, parce qu'il y a des gens qui écrivent, il y a des familles qui sont prêtes à prendre les enfants quand on apprend que les parents sont déportés. Et là, voyez, ça traîne, et il y a et on en arrive à mi-août 42, où on va, quand les Allemands disent, bon, ben, ça y est, on peut déporter les enfants, où on va les conduire dans les camps à Drancy, parce que les Allemands ont dit, on ne veut pas de convoi d'enfants. Donc, on ne veut pas que des enfants dans un convoi, ce serait insoutenable, ingérable, donc il faut les mélanger avec des adultes. Et donc on en arrive, et ça, j'ai vraiment pris conscience, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'aller-retour qu'on doit faire entre voilà, le concret et puis le haut, c'est vraiment en étant au plus près de ce qui se passe, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a un équivalent de ça ailleurs? Est-ce que ça s'est déjà produit, de mélanger des enfants avec des adultes qui ne connaissent pas? Ça n'a été fait nulle part. Jamais on a fait ça. Et à la fois des juifs qui viennent en plus de zones libres, c'est-à-dire que Vichy n'aurait pas dû livrer. Il n'y a que en France qu'on a vu des gens livrés d'un territoire où il n'y avait pas d'Allemands. Donc ça, c'est la zone libre. Donc imaginez ces convois, et j'avais jamais pris la mesure de ça, où on a des adultes qui, depuis 2 ans, la plupart d'entre eux sont dans des camps déjà en zone libre, depuis la loi du 4 octobre 40, donc des réfugiés pour l'essentiel, des gens qui avaient été expulsés par les Allemands. Donc, imaginez dans l'état dans lequel ils sont. Et on va les mélanger comme ça à partir du 17 août 42 à Drancy avec des enfants totalement perdus dans un état mais apocalyptique. Voilà, ça, c'est vraiment le crime de Vichy qui est impardonnable et qui ne sera d'ailleurs jamais renouvelé. Et ce qui est bien la preuve que c'était évitable, puisque même Bousquet, qui va pousser ses préfets en zone libre à arrêter le maximum de juifs, la rafle du 26 août 42, ben, il va faire en sorte, et les autorités d'Vichy vont faire en sorte que plus jamais une telle horreur se reproduise. Et c'est si vrai que après la protestation des évêques en août 42, en zone libre, fin août 42 et septembre 42, après ça, plus jamais Vichy ne livrera de femmes et d'enfants. Donc on voit très bien que les moyens qui étaient possibles n'ont pas été utilisés, et que voilà, la politique de Vichy à l'été 42, c'est livrer le maximum de juifs étrangers et s'aveugler délibérément Pierre Laval à penser qu'il arriverait à faire croire à l'opinion publique qu'en fait ce qui se passait était tout à fait normal, que les Allemands avaient l'intention de créer un État juif à l'Est, que les parents ils partent d'abord, mais s'ils partent, c'est parce qu'il faut construire des baraquements. Et puis, une fois que les baraquements seront construits, eh ben, on pourra accueillir les enfants. En fait. Comment se mentir à ce point à soi-même? Parce que je suis persuadé que Laval est mort. Il n'est pas mort dans son lit, vous le savez, il est mort fusillé, mais convaincu qu'il était un honnête homme et un humaniste. Et Bousquet, pareil. Donc, c'est terrible. Très bien. Vous parlez justement des variations en termes de résultats par arrondissement. Parce que dans votre livre figurent justement des taux de réussite. Alors, je crois qu'ils varient vous me corrigerez, de 40% à 60% de réussite selon les arrondissements. Et une différence aussi entre la banlieue, les résultats en banlieue et les résultats dans Paris intramuros. D'après vos recherches, comment est-ce que vous arrivez à expliquer finalement ces différences qui sont quand même assez importantes? Oui, elles sont encore plus considérables que ça, parce que ça va de 20% dans le 2e arrondissement à autour de 65% dans le 12e arrondissement, où là, on voit très clairement le rôle des commissaires. Là, dans le 2e, un commissaire, le seul pour lequel j'ai trouvé vraiment trace
de plusieurs témoignages qui disent il a prévenu un juif allemand de ses amis, il a prévenu un hôtelier. Ben voilà, donc lui, très clairement, il a saboté. On voit aussi que l'un des secrétaires d'un des deux commissariats de quartier du deuxième était philosémite, très clairement, on le voit. J'ai trouvé une enquête d'ailleurs de l'inspection générale des services en 1943, parce qu'il avait été dénoncé et il se flatte, il était quand même assez courageux en 1943 de dire « Je ne renie pas mes amitiés anciennes, oui j'ai des amis juifs, mais je ne renie pas mes amitiés anciennes ». Donc on voit des possibilités que… Et alors à l'inverse, dans le 12e, on a un fou furieux, une sorte de grand malade, qui est un ancien militaire, enfin, ce n'est pas parce qu'il est un ancien militaire, mais il a un profil atypique, et lui, il va sur le terrain, il pousse ses hommes, il est très menaçant, il a peur aussi, parce que le 12e arrondissement, c'est un enjeu important pour les Allemands, c'est là qu'il y a l'hôpital Rothschild. L'hôpital Rothschild, c'est vraiment l'annexe du camp de Drancy au cœur de Paris. Il y avait eu une évasion d'un juif du camp de Drancy, c'est pour ça que son prédécesseur avait été renvoyé, donc on voit que tout concourt à ce qu'il soit très zélé le 16 juillet 42. Donc tout ça, vous voyez, explique. Mais ça ne suffit pas, évidemment, il n'y a pas que le facteur policier. Et par rapport à l'État contre les Juifs, ce que j'ai vraiment voulu développer davantage, c'est le facteur social, la condition des Juifs, le voisinage. Et c'est effectivement très frappant d'avoir ce résultat dont j'ai pris conscience grâce à l'un de vos collègues, d'ailleurs, qui, ayant lu l'État contre les Juifs, me dit, je le vois dans une conférence, il me dit, vous savez, ma fille est géographe, et parce que j'avais déjà vu ces variations. Et il me dit, pourrait vous faire une carte. Et c'est vrai, je n'avais pas pensé quand j'ai fait l'État contre les Juifs. Alors si, j'avais déjà fait une carte, mais elle était moins bien faite que celle que sa fille géographe m'a faite. Et du coup, je me dis, mais c'est incroyable. Quand on regarde les 11 premiers arrondissements, les arrondissements centraux, là où il y a le plus de Juifs, là où ils sont le plus concentrés, et les arrondissements périphériques, du 12e au 20e arrondissement, il y a 9 points d'écart. Il y a 27% des gens qui sont arrêtés dans les arrondissements centraux et 36% dans les arrondissements périphériques. C'est quand même là un résultat statistique frappant, enfin qui a un sens. Et j'arrive à 42% de taux d'arrestation en moyenne en banlieue, là où les Juifs sont les plus dispersés. Donc, ça veut bien dire ce que je vois dans des témoignages. Maurice Rachus le dit bien, nous à Vincennes, on était loin de tout, on a vaguement entendu parler d'une rumeur, mais on n'y a pas prêté attention. Voilà. Et en revanche, dans le cœur de Paris, les Juifs ont été mis en alerte. Rachel Gignac le dit bien, ça a été une traînée de poudre dans les quartiers de l'Est parisien. Et donc, il y a eu, comme ça, les gens se sont davantage protégés, se sont davantage cachés, ont davantage pauvres. Il y a eu un niveau d'alerte qui a été davantage. Puis en plus, dans les arrondissements, le 11e, il y avait déjà eu une rafle dans le 11e arrondissement. Les gens qui avaient été arrêtés avaient été envoyés en Drancy, où les conditions étaient terribles. Donc voilà, on était plus sensible aux risques dans les arrondissements centraux, davantage mis en alerte. Il y a aussi le rôle du Parti communiste, très actif dans le 11e arrondissement. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui expliquent ces variations, qui sont très intéressantes à observer, parce que ça nous met vraiment au cœur de finalement, le résultat de la solution finale en France, c'est le résultat, c'est pas Vichy qui a protégé, enfin oui, des choses comme ça. Non, c'est à chaque niveau des choix, des possibilités et un environnement social qui est plus ou moins protecteur. C'est tout ça qui explique le bilan de la Shoah en France, qui est quand même, vous voyez, dès la première grande opération, des femmes, des enfants, les 2 tiers des gens arrivent à s'en sortir. Alors, après, il y en a qui vont être arrêtés, c'est ce que j'explique dans les 2 derniers chapitres, mais on voit quand même que, voilà, à la date du 16 et 17 juillet 42, les 2 tiers des gens qui ont échappé. Et ça, c'est grâce à tout cet environnement de voisinage, plus ou moins efficace selon les lieux. Vous étiez en train de parler justement de commissaires, de policiers zélés, commissaire Brune, Turpot. Dans votre livre, vous parlez aussi, je crois, d'un gardien civil savouré, qui sont, oui, zélés, parfois corrompus. Étant donné que vous avez pris le temps de d'éplucher les dossiers d'épuration, après la guerre, quel a été le sort, justement, quelle a été la justice réservée à ces policiers, à ces commissaires particulièrement zélés?
Alors, la chose fascinante quand on se plonge dans les dossiers d'épuration administrative de la préfecture de police de Paris, c'est que on rentre de plein pied avec ce qu'est la mentalité policière, la mentalité des policiers. Parce que c'est une affaire 100% policière, l'épuration administrative. Ce n'est pas la justice. Ce sont des policiers résistants qui apprécient et vont parfois sanctionner le travail, le zèle, quand il y a eu du zèle, ils appellent ça initiative, de leurs collègues. Voilà. Et ce qui est assez frappant, c'est de voir qu'ils ont essayé de se dépatouiller pour de temps en temps sanctionner des collègues dont ils considéraient qu'ils avaient été ce qu'ils appelaient, j'aime bien ce mot, des chercheurs d'affaires. Voilà. Ils n'avaient pas simplement obéi aux ordres. Alors, on ne peut pas sanctionner un collègue qui a simplement obéi aux ordres. Et ça, c'est ça qui est la mentalité policière, et c'est normal, et c'est logique. On obéit aux ordres. On ne va pas sanctionner un collègue qui a obéi aux ordres. En revanche, si ce collègue est allé au-delà des ordres, je prends l'exemple emblématique parce que c'est vraiment le dossier le plus extraordinaire que j'ai vu, le plus riche, d'un inspecteur DRG, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais il n'y a pas que des gardiens de la paix, on avait aussi pris des inspecteurs dans les arrondissements, il y avait beaucoup de juifs à arrêter, le 11e et le 20e, on a pris des inspecteurs de PJ et de RG. Et là, on a un inspecteur DRG, il avait 17 fiches. Il marchait avec un collègue, un jeune gardien de la paix, et on voit bien qu'ils n'ont pas été très zélés, hein. Mais quand même, malgré tout, le chef d'équipe, donc cet inspecteur DRG, il a fait du zèle parce que il était dans la rue et il a vu 2 juives. Enfin, il a pensé que c'était des juives. Il a vu 2 femmes avec des valises, voilà, qui avaient l'air faciès, comme on disait. Et il a contrôlé leurs papiers. Il s'est dit, tiens, juive polonaise. Il a regardé l'âge, ça correspondait aux catégories. Et donc, il les a amenés au centre de rassemblement. Il a dit, ben voilà, j'ai 2 juives. Et alors, au centre de rassemblement, on a dit, bah oui, elles ont des fiches, elles sont bien recherchées. Voilà. Donc, c'était bien des personnes qui étaient recherchées pour la rafle du Veldiv, mais elles n'étaient pas dans ses fiches à lui. Donc, il a fait du zèle. Et donc, il est révoqué. Voilà. Mais ça, si vous voulez, c'est un cas unique. Et c'est assez rare qu'on ait à ce point sanctionné quelqu'un. Dans la plupart des cas, un peu tangent comme ça, on essaie de trouver une justification, on dit, j'étais sous la pression, de machin. Voilà, donc, mais c'est quand même intéressant de voir qu'on a cherché des degrés. C'est aussi valable pour l'étoile jaune. Là, je voyais une question tout à l'heure sur l'étoile jaune. L'étoile jaune qui a été édictée en juin 1942, c'est la police municipale, donc des gardiens de la paix qui ont ensuite arrêté des juifs pendant les rafles, qui ont eu. Donc là, de temps en temps, je vois des cas de policiers qui. Et là, on voit qu'il y a des policiers qui ont été sanctionnés parce que ils faisaient de l'excès de zèle. Voilà, arrêter une personne parce qu'elle n'a pas l'étoile jaune est bien mise. Ça faisait partie des ordres qui étaient donnés, mais malgré tout, alors même si les policiers disaient oui, mais vous ne vous rendez pas compte, il y avait des mouchards, il y avait des gens civils qui pouvaient nous dénoncer. Bon, là, c'était flagrant qu'il y a eu du zèle, qu'il y a eu de la violence. Là aussi, la violence est sanctionnée. Parce que là, il ne s'est pas conduit comme un bon policier. Et la corruption, bien évidemment, dont vous avez parlé, des flics corrompus. Qui non seulement étaient corrompus, mais en plus arrêtaient quand même les gens. Vous voyez, ça, c'est vraiment le mauvais collègue, c'est vraiment celui qui a mal agi. Donc là, il y a eu des sanctions. Alors, assez peu avec transmission à la justice et assez peu de. Évidemment, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a eu des exemples qui ont été faits. Voilà. On a fait des exemples. Et une fois que les exemples sont faits, vous avez parlé de Savouré. Voilà, Savouré, lui, il a été condamné, je crois, à perpétuité. Enfin, il a eu une peine très élevée ou 20 ans de travaux forcés. Voilà, mais des Savourés, j'en ai vu une dizaine des Savourés. Il y aurait pu. Et vous avez des classements par la Cour de justice de la Seine, ils sont tout à fait étonnants. On ne comprend pas pourquoi. Alors, on a l'impression qu'il y a des exemples qui ont été faits. Et après, bon. Mais malgré tout, quand même, par rapport à l'idée reçue qu'on a d'une épuration qui s'est complètement désintéressée. D'ailleurs, je crois que c'est vous qui m'aviez déjà posé la question à Nancy, je ne sais plus, et je vous avais répondu qu'on a cette idée reçue d'une épuration qui s'est complètement désintéressée bon, voilà, ça, je l'avais déjà vu dans l'État contre les Juifs, mais voilà, c'est pas vrai. Voilà, c'est plus compliqué que ça. Il y a eu quand même énormément de procédures, même si parfois on est un peu frappé du décalage entre l'énormité de ce qui est reproché aux gens et le côté dérisoire des sanctions, voilà,
une mise à pied de 2 mois, un retard d'avancement de 3 mois. Et ce retard d'avancement de 3 mois, pour avoir arrêté une famille qui est morte à Auschwitz, mais c'est vécu par le policier comme une injustice terrible. Il va écrire des lettres, il va machin. Voilà, donc on est vraiment, on comprend la mentalité de ces agents, de ces policiers qui fondamentalement ne sont pas des mauvais bougres pour la plupart d'entre eux, mais jugent tout en fonction de leurs préoccupations de carrière, et on a l'impression parfois à les entendre que ce sont eux qui sont à plaindre. Vous vous rendez compte, on nous a fait arrêter des juifs au petit matin, c'était terrible, oh là, des femmes, des enfants, c'est eux qui sont à plaindre. C'est un travers humain qu'on voit là, voilà, avec un miroir grossissant, avec ces dossiers d'épuration. Très bien. Je suis en train de penser la place, la voix de l'Église, particulièrement à l'époque, et à plusieurs moments dans votre livre, vous revenez sur justement la position de l'Église, justement durant ces 2 journées, voire durant les jours qui ont suivi. Est-ce que vous pourriez rapidement revenir justement sur la position de l'Église durant cette rafle du Veldiv, ou en tout cas de certaines personnalités de l'Église? Alors, l'Église en zone occupée, évidemment, n'est pas dans la même situation que l'Église en zone libre. Il n'y a pas la pression de l'occupant. Voilà, donc c'est sûr que… mais il y a aussi une question de personnalité. Parce que on ne sait pas ce qui se serait passé si, par exemple, le cardinal Gerlier, qui a protesté publiquement à Lyon, qui était un homme d'une certaine envergure, on ne sait pas ce qui se serait passé s'il avait été à la place du cardinal Suard à Paris. Je dis ça parce que lorsque le cardinal, j'oublie son nom, Verdier est mort en, je crois, début 40, qu'il a été remplacé, vous aviez 2 favoris, vous aviez Gerlier et Suard. Et on a pris Suard. Et Suard, qui devient donc archevêque de Paris, qui est la principale personnalité, du coup, de facto, avec le primat des Gaules, avec le cardinal Gerlier à Lyon, c'est un personnage effacé, et c'est un personnage assez facilement influençable et favorable au gouvernement. Mais vraiment favorable au gouvernement, mais de manière bébête, pas comme Gerlier. Gerlier, c'est un pétainiste, mais bon, voilà, il a un sens politique. Lui, il n'a aucun sens politique. D'ailleurs, quand Laval revient au pouvoir en avril 42, il écrit dans son journal, c'est formidable, Laval, c'est vraiment l'homme qui va permettre à la France de faire son union, je suis derrière Laval. Voilà un peu le personnage. Et donc, quand le cardinal Suard, avant, parce que ça s'est ébruité, on sait à peu près dès le 6 juillet 42 qu'il va y avoir une grande rafle à Paris. Elle aura lieu 10 jours plus tard, donc il sait ce qui va se passer, il sait que les familles vont être séparées. Il le sait, c'est d'ailleurs ça qui le choque le plus. Et donc, il hésite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut protester auprès des Allemands? Est-ce qu'il faut faire une protestation publique? Est-ce qu'il faut faire une intervention un peu officielle auprès du gouvernement de Vichy pour que… Voilà, il hésite. Il hésite. Vous avez un type à Paris qu'on connaît très peu, et je trouve que c'est très important d'en parler parce qu'il est méconnu, et ce qu'il a fait est tout à fait étonnant. C'est le représentant du ministère de l'Intérieur à Paris, Ingrand, le préfet Ingrand. Et bon, il est vraiment mis sur la touche depuis qu'il est en poste depuis 40, et il est mis sur la touche, et lui, c'est l'anti-Bousquet. Je le définis vraiment comme l'anti-Bousquet parce que son attitude est très intéressante. Lui voit bien que ce qui est en train de se passer n'est pas normal. Donc, il va aller voir le préfet Ingrand le 15 juillet 42, la veille de la rafle, pour le convaincre de faire une protestation. Ça, c'est quand même incroyable. Et le lendemain, Bousquet se rend, ça c'est ce que j'ai découvert quand j'avais travaillé non, c'est pas moi qui l'ai découvert, je me vante, c'est Sylvie Bernet qui l'a découvert dans sa thèse sur l'Église de France et la persécution des Juifs, mais je suis allé voir le document en question et j'ai pu le relier avec l'intervention d'Ingrand, et c'est assez fascinant de voir que le 16 juillet 42, à 16h, pendant que la rafle du Veldiv se prépare, Bousquet va à l'archevêché et convainc le cardinal Suard de renoncer à faire une protestation. Et il lui dit, ne vous inquiétez pas, on ne va pas séparer les familles. Donc vous voyez comment, de manière très cynique, il va jouer sur une inquiétude légitime d'un brave homme qui considère que le pire qui peut arriver, c'est qu'on sépare les familles, pour l'utiliser pour se débarrasser des enfants. Voilà, et alimenter
voilà, des convois et se débarrasser du maximum de gens sans trop de problèmes matériels, parce que héberger 4000 enfants, c'est quand même compliqué. Donc, vous voyez, c'est terrible. Et donc, il va juste faire une lettre. Et donc là, on voit vraiment que, voilà, enfin, ce genre ce que je vous raconte est, je pense, assez édifiant. Quand on sait que Bousquet a fait ça, bon, comment on peut dire que Bousquet a essayé de… Et donc, il fait une simple lettre que Bousquet, donc, voilà, c'est une lettre, c'est vraiment qu'il est ému, que pour des raisons humaines, voilà. Et donc, c'est une lettre adressée à Laval. Donc, Bousquet réussit le prodige, qui n'est même pas de lettre à Pétain. Vous voyez, parce que Pétain, on ne sait jamais que… Donc, on reste dans le cercle clos des donneurs d'ordre. Voilà, ce pauvre Suard. Alors, évidemment, Suard, il va quand même finir par faire une lettre le 22 juillet 1942, au nom de l'ensemble des évêques de zone occupée, mais c'est toujours pas une protestation publique, et c'est une lettre assez molle, mais quand même qui dit quand même les choses, et qui est envoyée à Pétain. Voilà. Donc ça, c'est la seule pression qui va s'exercer du côté de l'épiscopat de zone occupée. Donc, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas rien non plus. Et puis, il va surtout y avoir ce qui va se passer en zone libre, où il va y avoir Saliège, très bien, qui dès le 23 juillet 1942, c'est-à-dire avant la grande rafle de zone libre, fait une lettre. Et là, on voit encore Bousquet, parce que la région de Toulouse, c'est la région de Bousquet. Et là, Bousquet va demander à son préfet de convoquer les maires pour que les maires fassent pression sur leur curé. Voilà. Ce qui fait que le 30 août 1942, la lettre ne va être lue. Cette lettre qui est extraordinaire, que vous connaissez, quelqu'un a le texte devant les yeux, c'est des mots très simples, c'est des mots basiques. Les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes, les étrangers sont des hommes, on ne peut pas tout leur faire. C'est des mots très simples. Et ça a profondément touché les gens, et ça c'est au-delà de la région de Toulouse, bien évidemment. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre, c'est devenu un tract. Et ça a vraiment touché ce qui était, on va dire, le ressenti populaire de l'homme de la rue. Voilà, c'était ce que pensaient les gens. Même si on n'aime pas les Juifs, on ne fait pas ça. Voilà, on ne traite pas les gens comme ça. Et ça a eu un effet sur la politique de Vichy. Et Gerlier, qui va relayer ensuite, qui ne va pas faire une protestation publique tout de suite, il va d'ailleurs d'abord prévenir le gouvernement. Gerlier, c'est un type très intelligent. Il dit à Pétain, et il fait dire à Laval, vous commettez une grave erreur politique. Vous n'aurez pas l'opinion publique avec vous pour ça. Donc, vous avez encore une chance de revenir en arrière, d'arrêter ce que vous faites. Et bon, Vichy n'arrête pas, va faire la grande rafle du 26 août 1942. Gerlier va prévenir, va dire, je vais faire une protestation publique, mais si je la fais, c'est pour vous protéger. C'est pour protéger le maréchal Pétain. C'est pour que, face aux Allemands, vous sachiez que vous avez l'opinion catholique qui est contre ce qui se passe. Donc, on voit comment il arrive à… Ce qui va permettre à Laval de dire aux Allemands, je suis désolé, je ne peux pas vous livrer autant de Juifs que ça, parce que dans la foulée des Juifs étrangers, il ne faut jamais oublier que Vichy voulait, à l'été 1942, livrer les Juifs naturalisés. Bousquet l'avait dit aux Allemands, on vous les donnera. Pétain, Laval, on est d'accord. C'est ça la politique de Vichy. Au point que la Gestapo commence à se dire, tiens, cet objectif de 40 000, on va pouvoir le doubler, on va pouvoir déporter 80 000 Juifs. Ils sont avec nous, Vichy est avec nous. Non, Vichy ne peut plus être complètement avec eux parce qu'ils ont l'Église. L'Église qui… l'Église, vous le savez, c'est en 1942, vous avez encore un taux de messaliants, de gens qui vont régulièrement à l'Église qui est très élevé. Je crois que c'est à peu près 40% des gens. La France est un pays catholique. Les gens sont catholiques. Donc, si vous avez l'opinion catholique contre vous, vous avez l'opinion tout court contre vous. Et donc, on doit en tenir compte. Et les Allemands en tiennent compte en disant, voilà, on va se contenter des étrangers et les naturaliser, les Français, on les prendra plus tard. Et de toute façon, c'est ce que les Allemands voulaient. Les Allemands ne voulaient pas les étrangers, les Français tout de suite. C'est ce qu'ils vont faire aux Pays-Bas et en Belgique aussi. On commence toujours par les étrangers, c'est plus simple. Donc, vous voyez comment cette politique, qui va entraîner en l'espace de quelques semaines la livraison de 25 000 Juifs et Juives et leurs enfants, va être soudainement ralentie. Merci. Je vais poser pour ma part ma dernière question avant de laisser la parole aux collègues qui ont sûrement leurs propres questions. Afin de raccrocher votre propos, votre livre justement à ce qui se passe sur le terrain, dans nos collèges, dans nos lycées,
Ah, je ne vous entends plus. Vous l'utilisez en couverture de la rafle du Veldiv. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'histoire de cette photo que personnellement je ne connaissais pas et que j'ai découvert dans votre livre? J'ai deux questions en une. Et ma deuxième question serait finalement, comment l'utiliseriez-vous en classe à des fins pédagogiques, si on peut l'utiliser, si elle a finalement un intérêt avec nos élèves? Alors, le principal intérêt de cette photo à des fins pédagogiques, c'est le verso, c'est le mot de la censure allemande. On voit le décalage qu'il y a entre ce que les nazis veulent essayer d'installer comme discours. Voilà, les juifs vont partir peut-être pour travailler, s'ils peuvent travailler. Je ne sais plus quel est le terme exact, je vais vous le lire tout simplement. De bonne heure hier matin, des juifs étrangers furent priés par les forces de police de monter en autobus. Ils partaient vers un nouveau destin, le travail sans doute. Voilà. Et là, on voit un cachet de la censure allemande, refus de publication, 17 juillet 1942. Donc, on voit très bien que les Allemands ont eu conscience tout de suite que l'opinion publique ne pouvait pas adhérer à cette politique. Et il y a eu un rapport DRG dès le 17 juillet 1942 qui le dit, un DRG parisien qui dit, voilà, les Parisiens sont bouleversés. Donc, je crois que c'est très important d'expliquer que, voilà, que ce qui se passe n'a pas à choquer l'opinion. Et c'est pour ça que la presse collaborationniste n'en a absolument pas parlé et qu'on n'a pas de photo. Qu'on n'a que cette photo-là, de photo de presse, parce qu'en 1941, on a des dizaines de photos des rafles de 1941. Parce que les Allemands avaient orchestré autour de ça de la propagande. Donc, on a des reportages photographiques intégraux qui ont été conservés. Mais là, la volonté de propagande, elle a été tuée dans l'œuf. Voilà, donc cette photo qu'on espérait, qui effectivement en soi n'est pas émouvante, elle est émouvante parce qu'elle est unique. On se dit, voilà, on a arrêté en 2 jours 13 000 personnes, ben, on n'a que cette photo-là, on n'a que ça. Il n'y a que ça. Et effectivement, quand on regarde bien, on voit les victimes, on voit le déchargement, on voit. Alors moi, j'ai été obsédé par cette photo, bien évidemment. Je suis allé dans la rue, j'ai essayé de voir d'où ça avait été pris, j'ai essayé de comprendre pourquoi elle était prise de là où elle est prise. Et l'hypothèse à laquelle je me suis arrêté, c'est qu'il y a un café, en fait, qu'on voit là. Vous voyez qu'on voit le policier qui est là. Le policier qui est là, il est en faction parce qu'il y a une rue. Il y a la petite rue Nocard, donc il se met là. Et en fait, il y avait un café. Et moi, ce que je pense, c'est que le journaliste de Paris Midi, puisque il a dû rentrer dans le café en disant, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait me laisser monter pour que je puisse prendre des photos? Voilà. Et alors là, j'anticipe une question qu'on va sans doute me poser. C'est que, évidemment, si on a envisagé de faire de la propagande ce jour-là, c'est qu'il n'y a pas une seule photo. Voilà. Bon, donc il y en a forcément d'autres qui un jour peut-être surgiront, comme celle de la rafle du billet vert, de la rafle de mai 41. On avait une dizaine de photos de cette rafle, et puis tout d'un coup, on a découvert l'intégralité du reportage. C'est Mémoire de la Shoah qui a fait connaître ça. On a 98 photos de la rafle de mai 1941. Donc, peut-être qu'un jour, on aura l'intégralité de ce, je ne sais plus comment on appelle ça, ça a un nom, vous voyez, quand on prend des photos, il y a j'oublie le nom. Voilà. Mais voilà, elle n'était pas seule, cette photo, bien évidemment. Donc, peut-être qu'un jour, et peut-être, c'est sans doute inévitable qu'un jour, on trouvera. Merci beaucoup, Laurent Joly. Je vais laisser la parole enfin aux collègues. Je suis sûr qu'ils ont aussi beaucoup de questions, qu'ils n'hésitent pas à se manifester. Oui, merci beaucoup pour cette belle conférence. Pour organiser les questions, vous avez la possibilité, vous êtes peut-être tous déjà familiers avec Zoom, mais je le reprécise quand même, c'est dans la partie réaction que vous avez face à vous, vous avez la petite touche « Lever la main ». Donc, s'il vous plaît, levez la main et dans ces cas-là, je réactiverai votre micro pour que vous puissiez poser votre question. Voilà. Et aussi, si vous êtes timide, vous pouvez écrire votre question dans le chat, il n'y a pas de problème, on peut lire.
Alors, s'il y a eu des sanctions, j'ai mal répondu à la question, excusez-moi. D'abord, les commissaires qui ont été impliqués dans la rafle, les commissaires ont presque tous été renvoyés. La majorité ont été renvoyés à la libération. Non, c'est pas vrai. Il y a une douzaine qui sont mis à pied sur 20. Voilà, certains réintégrés. Un certain nombre ont fait de la prison. Ils ont pratiquement tous une affaire judiciaire. Donc, ça veut dire que certains vont être internés pendant parfois 1 an et demi. Alors, ils ont quasiment tous été acquittés, sauf le fameux commissaire d'arrondissement du 12e, qui était un fou furieux, mais lui, il est mort avant la fin de son affaire. En revanche, un grand nombre de sanctions administratives, quelques condamnations, vous voyez, pour des gens qui ont été particulièrement, je vous ai cité tout à l'heure le cas de Savouré, enfin, voilà, des policiers qui ont été zélés, quelques procès de manière très étonnante, mais qui finissent par des acquittements, 3-4 procès comme ça de policiers zélés, et on se rend compte que l'accusation tombe, voilà. Mais c'est ça qui m'a permis d'avoir des informations. Par exemple, rien que la couleur des fiches d'arrestation, c'est durant un procès que. Et bah oui, heureusement, ces dossiers d'épuration ont été conservés dans leur intégralité. Et ça, c'est formidable. Voilà, ils auraient pu être détruits, c'est vrai. On aurait pu penser que la plupart, parce qu'en fait, en vérité, la plupart des sanctions ont fini par être annulées. Et d'ailleurs, quand vous regardez ensuite les dossiers de carrière qui ont pu être conservés, on voit qu'il y a vraiment, c'est barré, quoi. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a comme ça des trous. Donc, bon, bah voilà, il y a parfois des anomalies comme ça, et c'est merveilleux. Ça a été découvert dans les caves des archives de la préfecture de police de Paris, qui était à l'époque rue des Carmes, à la fin des années 90. On avait ça, comme ça, 4000 dossiers. Donc, c'est formidable, peu importe le grade. Voilà, donc c'est un matériau qui permet vraiment de compenser. Les dossiers de justice, c'est d'ailleurs la même chose. Ce sont des matériaux qui permettent de compenser la destruction de la plupart des archives de la préfecture de police de Paris, parce que pour les enquêtes, on a parfois demandé des doubles ou même parfois les originaux de dossiers, de rapports qui ont ensuite été détruits. Alors, pourquoi les pourcentages de raflés étaient-ils supérieurs en banlieue? C'est pour la raison que je vous ai donnée. Alors, il y a deux raisons. Il y a deux raisons. Et la première m'avait semblé évidente, c'est le fait que les gens sont davantage dispersés, isolés, donc l'information a beaucoup moins circulé en banlieue. Ça, c'est vraiment frappant. Et d'où ce chiffre de 42%. Vous voyez, 15 points d'écart entre la banlieue et le cœur de Paris. C'est énorme, 42%, 27%. Donc là, voilà, mais il y avait peu de juifs recherchés en banlieue. Vous en aviez 2500 pour 30 communes. Donc, vous voyez, c'était beaucoup plus, même s'il y avait quelques coins au Lilas ou à Montreuil, pour l'essentiel, ils étaient vraiment dispersés. Mais il y a une autre raison que j'ai découverte en voyant les dossiers d'épuration. Et là, c'est vraiment contre-intuitif. C'est qu'en fait, dans les arrondissements, et plus particulièrement les arrondissements centraux, vous aviez beaucoup de juifs recherchés. Il n'y avait pas assez d'effectifs au sein de l'arrondissement et donc, en fait, la plupart des équipes d'arrestation étaient composées de renforts. Parce que renforts, ça veut dire des policiers qui viennent d'ailleurs. Ils viennent soit d'autres arrondissements, soit ils viennent d'autres services, renseignements généraux et police judiciaire. Et donc, des policiers qui ne sont pas dans un lieu qu'ils connaissent, qui ne sont pas sous les ordres de leur chef habituel. Et bien, ce facteur-là, ça a permis qu'ils aient davantage fermé les yeux, qu'ils aient davantage dit « je reviendrai ». Mais ils pouvaient jouer les paumés. Alors qu'en banlieue, ce qui est vraiment frappant, c'est la proximité. C'est qu'en fait, les policiers sont sous les ordres de leur chef habituel et en plus, ils connaissent les voisinages. Donc, s'ils n'arrêtent pas le juif, peut-être qu'il y a les voisins qui peuvent dire « Tiens, l'inspecteur machin, il n'a pas arrêté le juif ». Et donc ça a entraîné, ça je l'ai vu dans des dossiers d'épuration,
terrible. On voit une confrontation entre un policier qui a arrêté une famille, comme je donne d'ailleurs la photo, c'est terrible, ce sont des marchands de légumes, ils sont à Choisy-le-Roi depuis 30 ans, ils sont toujours étrangers, depuis 30 ans à Choisy-le-Roi, ils connaissent tout le monde. Et donc le fils qui était français, lui, qui n'a pas été arrêté, il dit, mais mon père, vous le connaissiez, vous le connaissiez depuis toujours. Voilà, donc on voit ces effets de proximité qui ont contrairement à ce qu'on pourrait se dire, tiens, ils se connaissent, donc ils vont se prévenir. Non, ça, au contraire, ça a neutralisé la possibilité de sauvetage. C'est assez frappant et d'ailleurs assez décourageant. Et Maurice Rachus raconte la même chose. À Vincennes, il est arrêté par un ancien voisin de palier qui fait semblant de ne pas les reconnaître et qui pourrait dire je repasse dans 2 heures. Qu'est-ce qu'il risquait à dire ça? Ben non, il reste, il attend, ça dure 2 heures. Voilà, donc ça vous voyez, donc, en fait, il y a plein de facteurs qui expliquent ces variations. Et non, il n'y a aucune autre rafle de ce type ailleurs en Europe. Ça, c'est très frappant. Les seules rafles qui se rapprochent, c'est à Anvers. À Anvers, où vous allez avoir au même moment effectivement la police municipale qui va arrêter des juifs, mais c'est pas les mêmes, ça se passe pas de la même façon. Les Allemands sont là. À Paris, vous n'avez pas un seul Allemand qui est là. Même Théodore Dannecker, le chef du service des affaires juives de la Gestapo, il est en zone libre à ce moment-là. Il visite les camps juifs parce que voilà, Vichy s'est engagé à livrer des juifs de zone libre. Donc, même lui n'est pas là. Donc il y a une véritable singularité de cette opération qui tient à différents facteurs, au fait que vous avez un État qui est très perfectionné en France, la préfecture de police de Paris qui est un État contre l'État a beaucoup d'agents. Donc il y avait cette possibilité qu'il n'y avait pas ailleurs de frapper un grand coup. On peut arrêter des milliers de gens comme ça en une journée parce qu'on a les effectifs qui le permettent. Ça, ce n'est pas le cas ailleurs. Il y a aussi le fait qu'on ne peut pas utiliser les méthodes habituelles. Les méthodes habituelles des nazis, c'est quand même des convocations. On a complètement assujetti les populations juives. Elles sont soumises, elles sont parquées dans des quartiers spéciaux. Vous avez des associations juives obligatoires qui vont remettre des listes, et donc au même moment à Amsterdam. Vous savez, Amsterdam, Anne Frank, sa famille s'est cachée le 4 juillet 42. Le 4 juillet 42, c'est la première grande opération à Amsterdam. Mais les Juifs qui ne sont pas arrêtés chez eux, on les convoque. Et les 3/4, ils y vont. Ils y vont parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils sont vraiment complètement pris dans le piège de quartiers spéciaux, des associations juives obligatoires. Ils n'ont pas de porte de sortie. À Paris, il y avait des possibilités. Voilà, donc on était obligé d'aller arrêter les gens chez eux, dispersés partout dans Paris, et donc d'utiliser des importants effectifs policiers. Donc il n'y a pas véritablement d'équivalent. Et à Anvers, effectivement, on voit la police municipale avec la pression allemande, avec en plus des effectifs collabos qui viennent se greffer dessus, ce qui n'est pas le cas à Paris. Ça, c'est une idée reçue que j'ai rectifié dans mon livre. Le mythe, on voit dans le film La Rafle, on voit des types avec des bérets, soi-disant des militants du PPF qui auraient participé aux opérations, c'est un mythe. Voilà, ce ne sont que des agents ordinaires de l'État. Donc, il n'y a pas d'équivalent. Et c'est ce qui, je pense, aussi a marqué durablement la mémoire nationale et qui fait que c'est si douloureux, la rafle du Veldiv et ce qui s'est passé. Parce que les gens, ils ont été arrêtés par des gens qui était censé les protéger. Le gardien de la paix, c'est vraiment le personnage débonnaire dans le paysage parisien de l'époque. Et donc, voilà, il y a quelque chose aussi ce sont en fait, c'est la France, c'est ça, c'est un symbole de la France. Et c'est ça aussi qui explique cette focalisation qu'on a sur les raisons pour lesquelles les victimes avaient à ce point besoin d'entendre ce mot. C'est la France qui a fait. C'est pas juste qu'ils ne savent pas que c'est Vichy. C'est juste qu'eux, ils ont été arrêtés par des policiers, qu'il y a donc quelque chose qui relève aussi de notre histoire de longue durée, qui avait besoin d'être marqué. Oui, j'évoque la question de l'évolution de la mémoire de manière synthétique, je le fais dans mon livre, et de manière synthétique, je le fais là, en 2 mots. Ce qui est frappant, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on a conscience, à la Libération, de la singularité de la rafle du Veldiv, au point qu'il va y avoir une grande manifestation le 21 juillet 1945 au Parc des Princes. Le stade est plein et c'est le Parti communiste qui est derrière ça. Le
Parti communiste à l'époque, il est dans le gouvernement. Enfin voilà, et il est très efficace pour capter. Même, et on a conscience que ce qui s'est passé ce jour-là, avec ces familles qui ont été disloquées au bout du compte, cette singularité absolue, ils en ont conscience. Et donc, ils vont faire un grand meeting. Et ça va vraiment être le seul cas. Alors, il va y avoir le secrétaire général des anciens combattants qui va encore intervenir en 1946 parce qu'il est communiste. Mais ça va vite devenir des commémorations internes à la communauté juive. Et avec cette impossibilité de nommer, vous voyez, l'humanité en juillet 1945, quand ils évoquent cette grande manifestation au Parc des Princes, ils disent ce sont les Boches qui ont arrêté les Juifs. Il y avait cette impossibilité à qualifier la nature de cet événement. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement les valets de Vichy, c'est aussi des policiers ordinaires. Et donc, on dit c'est les Boches et les Allemands. Enfin, donc ça, c'est un tabou qui va rester, alors qui va être levé en partie par le livre de Lévy-Thillard, qui dit c'est des policiers français, mais dans la mémoire nationale, ça ne bouge pas avant les années 1980. Dans les manuels scolaires, jusqu'au début des années 80, on nous explique que ce sont des policiers allemands qui ont arrêté des Juifs. Vous avez ces crispations, vous connaissez dans les années 80, cette revendication de Klarsfeld, il faut que la France reconnaisse ce crime. Mitterrand qui refuse de manière assez contre-productive. Hier soir, j'étais dans une émission sur France 5 et ils ont rediffusé cet extrait de 1994, navrant, dans lequel Mitterrand dit la France, la République n'a rien à voir avec ça, ce sont des activistes minoritaires qui avaient pris le pouvoir. Ben non, Bousquet, ce n'était pas un activiste minoritaire, c'était un représentant de la haute technocratie française. Pétain, c'était le Français le plus populaire de France. Les gardiens de la paix, donc voilà. Et donc, il y a eu le discours de Chirac qui a vraiment permis, on peut le critiquer, le discours de Chirac, il y a des choses peut-être qui ne vont pas. Cette dimension de faute collective, elle est parfois mal comprise. Peut-être que les élèves ont tendance peut-être à considérer que la France est vraiment pourrie, que voilà, parce que j'ai des collègues qui me disent ça, genre, ah oui, tu sais ce que les élèves me disent après ça, la France. Mais il a touché juste, malgré tout, Chirac, dans son discours. Et en gros, ça correspond à la vérité de l'histoire. Effectivement, la France a commis l'irréparable. Et d'ailleurs, ce mot d'irréparable, il est dans la fameuse lettre de Suard. Quand Suard a écrit cette lettre, il dit « Mais vous êtes peut-être en train de commettre l'irréparable ». Voilà. Donc, Chirac a pris la mesure de l'énormité de cet événement. Alors, je n'ai pas vu s'il y avait d'autres questions. Non, a priori, c'est bon. Vous avez fait le tour. Merci vraiment infiniment pour cette conférence. J'ai pu suivre certains échanges où, on envisageait d'acheter le livre dès demain pour compléter les lectures. La lecture, mais enfin compléter la conférence, pardon, mais vraiment, c'est terrible ce que vous dites, c'est passionnant, c'est terrible, mais passionnant. Ça fait écho à beaucoup d'autres, je trouve, réflexions sur la collaboration, la complicité. Je trouve que vraiment, même en EMC, c'est passionnant à prolonger avec les élèves. A priori, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter là. Cette conférence a donc été enregistrée. Elle sera diffusée dès que notre maître du montage sera passé. Un grand merci, Laurent Joly, pour cette contribution. Et je vous envoie tout de suite le compte rendu d'Armand, à moins que celui-ci veuille s'en charger directement. C'est comme tu veux, Armand. Mais enfin, ce sera fait tout de suite. Oui, j'aimerais bien avant 20h. J'ai laissé mes enfants, ils sont sages, je ne sais pas comment c'est possible. Ah oui. Et donc jusqu'à 20h. Et donc, si je peux le lire avant, je serais ravi. Voilà. Très bien. On va tenir Un grand merci. Un grand merci pour engagement. votre attention et vos questions qui étaient vraiment très intéressantes. Merci beaucoup, Laurent Joly. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à tous. J'espère que ça vous a plu. Je vois a priori oui. Franchement, quelle soirée. C'est incroyable. Ça fait partie de ces conférences où demain, même si on n'est pas en train de traiter du tout la rafle du Veldiv avec les élèves, on va être amené à en parler, à caser des choses entendues pour que ce soit...
faire profiter parce que vraiment, c'est passionnant. J'ai vu une petite question passer, comment transmettre? En fait, quand ça va être mis en ligne sur la chaîne YouTube, bah, c'est tout, il suffira de présenter la vidéo à tes élèves. Il n'y a pas de souci, Véronique, hein. Ouais, ouais. Voilà, et même de choisir peut-être même certaines séquences, hein, parce qu'il y a des questions qui méritent, je pense, tu as certaines parties où tu vas pouvoir vraiment entrer dans les détails, après commenter. Enfin, puis la photo aussi, ça peut valoir le coup de la projeter à côté, parce que là, on ne la voyait pas forcément très bien. Nous, on la connaît, mais pour des élèves, certainement que eux auraient plus de mal. Enfin, vraiment très bien. Juste, Euh, oui, juste un point pour ce qui concerne l'utilisation de la vidéo, enfin de l'enregistrement qui sera fait. C'est qu'il est possible aussi, avec avec des moyens simples, de la monter soi-même en fonction de ses besoins, c'est-à-dire prendre la partie de la conférence qui est pertinente pour les élèves, c'est-à-dire une question avec la réponse qui va avec, quoi. C'est tout à fait possible. Je vais demander à Jean-Christophe Deschamps, il mérite d'être cité, puisque oui. c'est lui qui est dans l'ombre et qui a d'ailleurs pas vraiment de chance puisque le Covid s'obstine sur lui. Il l'a eu deux fois de suite, c'est ça, c'est très rare, c'est un cas unique, donc on pense qu'on va le conserver pour la science, mais plus sérieusement, et on est surtout à côté de lui pour le réconforter, mais je vais lui demander de voir si dans les questions de Laurent Joly, on ne peut pas faire quelque chose qui serait directement pertinent, c'est-à-dire une sorte de digest que nous pourrons mettre à disposition de nos adhérents. Voilà. Merci à tous et un grand merci à toi, Armand, hein, pour la qualité de tes questions. Pour ceux qui n'ont pas encore lu le compte rendu d'Armand, eh bien, il faut y aller. Je peux vous le retrouver d'ailleurs vite fait s'il y en a qui ont encore un petit peu de patience pour vous le mettre en lien. Ça a été fait, Déborah. Ah, tu l'as mis dans le fil déjà? Ah ben Mode qu'il a fait. voilà, c'est pareil, j'ai rien besoin de faire. C'est Mode qu'il a fait, il n'y a pas de problème. Parfait, parfait, parfait. Bah, merci encore à vous tous, hein, pour votre présence. Et puis, à bientôt pour la seconde salve de la Cliotech sur Danton et Robespierre. Voilà. Bonne fin de soirée. Non, ça va commencer. Bonne soirée. Et à bientôt. Allez, à bientôt à tous.